Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Expérience Loisirs. Aujourd'hui, on découvre ensemble un nouveau programme qui se nomme le microprogramme en développement du sport électronique. Qui de mieux pour venir nous en parler que la personne qui a eu la charge de le monter, soit Benoît Tellier. Il est agent de recherche au département d'études en loisirs culture tourisme et Benoît est aussi chargé de cours au département des sciences et de l'activité physique à l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sur ce, je me tais parce que je veux vraiment vous laisser le maximum de temps avec Benoît. Donc, je vous souhaite une superbe écoute et on se dit à la prochaine. Ciao! C'est bon, parfait. Fait que on start ça pour de vrai. Donc, bonjour Benoît, comment ça va de ton côté? Ça va super bien, toi? Un grand merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Expérience Loisirs. C'est hyper apprécié. Ah oui, bien, merci à vous de me recevoir. Écoute, aujourd'hui, en fait, pas compliqué. On a trois grandes étapes à réaliser ensemble. On parle de c'est qui Benoît parce qu'on ne se connaît pas. Je pense que c'est en fait pas, je pense, c'est la première fois qu'on se jase. Fait que j'aimerais ça Exact. savoir un peu qui tu es. On va parler aussi du micro-programme en développement des sports électroniques. Ça sur quoi tu as travaillé. Puis par la suite, je te donne un micro libre. Donc, tu as 2 minutes, tu nous parles de qu'est-ce que tu veux. Est-ce que ça te convient? Parfait. Ben oui, excellent. Ce que je veux, Yes. complètement ce que je veux. Est-ce que je peux. On verra ça rendu tantôt. OK, parfait. Non, non, mais je comprends le principe. Merci. Écoute, on start avec le début. Toute bonne chose a une fin, mais aussi un début. Donc, Ouais. qui est Benoît Tellier? Grosso modo, là, les points saillants de ta carrière, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oui, ben en fait, moi, j'ai débuté à l'UQTR en enseignement d'éducation physique. Je fais mon bac de 4 ans là-bas. Puis après ça, j'ai poursuivi à la maîtrise en éducation. Donc, mon sujet, c'était sur le développement des compétences transversales à l'école alternative. Donc, j'ai un bon bagage, je dirais, au niveau de l'éducation. Mais pour faire un peu le pont avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, là, je suis un passionné de jeux vidéo depuis ma tendre enfance, que je joue beaucoup, mais aussi je m'instruis beaucoup sur ce qui se passe. Je sais ce qui se passe au niveau professionnel aussi. Puis je joue aussi beaucoup trop, surtout selon ma conjointe. Mais, Si j'avais à te poser la question, ton jeu favori, là, de toutes tes années, ton jeu favori, ça serait lequel? oh boy! Ça, pour quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo, c'est difficile. Mais je pense qu'à cause toute la série Zelda, je pense qu'à cause de toute la nostalgie alentour, puis les beaux moments, puis les premières découvertes de jeux plus grands et plus gros, aux Mhm. possibilités nombreuses, je pense que c'est surtout Ocarina of Time là, au Nintendo 64, je te dirais que c'est comme le jeu là, que. Là, tu fais appel à tous les grands nostalgiques. Écoute, moi, tu m'en Ouais, parles, puis le poil qui lève ben oui. effectivement. Donc, aujourd'hui, d'un passionné aux jeux vidéo à Mhm. aujourd'hui, ton rôle, grosso modo, ça ressemble à quoi? C'est ça, après la maîtrise, en fond, j'ai travaillé comme chargé de cours depuis 2017, donc dans le département des sciences d'éducation puis des sciences d'activité physique. Puis j'ai été embauché par justement le département de loisirs, culture, tourisme et aussi le département de la formation continue parce que dans le département, ils voulaient mettre sur pied une formation en lien avec le sport électronique, que ce soit un cours d'été. Au début, c'était juste un cours d'été, mais finalement, avec la recension d'écrit qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui pouvaient être intéressantes dans ce domaine-là. Fait que je leur ai proposé une formation finalement de premier cycle, un micro-programme. Puis, j'ai travaillé aussi un peu comme agent de recherche là, au vice-rectorat études des formations à travers mes années. Donc, agent de recherche et chargé de cours, je te dirais que c'est ce que je fais en ce moment. Justement, rentrons peut-être dans le vif du sujet. On parle d'un microprogramme depuis tantôt. C'est quoi un microprogramme? Un microprogramme, c'est une formation il y a des microprogrammes de premier cycle ou de deuxième cycle, tout dépendant, qui est entre 9 et 15 crédits universitaires. Donc, généralement, un cours universitaire, c'est 3 crédits. Il y en a deux, il y en a un aussi. Mais fait que ça peut être 3 cours, comme ça peut être 5 cours aussi. Nous, on a fait le choix de faire un microprogramme de 15 crédits, donc qui vaut à 5 cours. Donc, dans le fond, un microprogramme, forcément de statut universitaire, est-ce que je peux comprendre? Mhm. Et là, on développe un programme qui est quand même assez précis au niveau Ouais. du e-sport. C'est quoi les objectifs du micro-programme, en gros, là?
Euh, le microprogramme il est divisé en deux. En fait, on a une composante qui est plus théorique qu'on trouve important d'établir avant de rentrer dans le pratico-pratique, mais on voulait vraiment se garder le filon terrain très, très près dans les cours parce que souvent, les gens qui vont s'inscrire à un microprogramme, on a aussi des gens issus de la formation continue qui veulent vraiment avoir une formation axée sur le terrain. Fait que, grosso modo, on s'est vraiment donné comme objectif de parler de la thématique santé, bien-être, éthique. C'est quelque chose oui, on a un cours qui est ciblé pour ça, mais on en parle aussi à travers les différents cours parce que c'est vraiment la grosse thématique, je dirais, d'actualité dans le domaine du sport électronique. Mais plus précisément, nos deux objectifs, là, on a l'implantation de programmes en milieu scolaire parce que, Ah oui, OK. en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une super grosse ligue au niveau des cégeps. C'est plus de 35 cégeps sur 42 qui ont des équipes de sport électronique. Mais il n'y a rien à l'université, puis au secondaire, c'est encore, dans les écoles secondaires, c'est encore, ben, il n'y a rien dans l'université, des petits clubs étudiants ici et là, mais rien de très compétitif. Puis dans les écoles secondaires aussi, là, c'est très, très tranquille à ce niveau-là. Fait qu'on voulait vraiment outiller nos étudiants à pouvoir implanter des programmes en milieu scolaire parce qu'on sent que la demande et le besoin va être là au cours des prochaines années, mais aussi dans des milieux, dans les villes ou tout ça, dans des activités peut-être plus spontanées. On parle souvent de professionnels en loisirs qui travaillent pour des municipalités ou quelque chose comme ça, puis qui voudraient, par exemple, monter un programme pour des jeunes à travers un camp de jour, des trucs comme ça. Mais ça fait partie de ce cours-là. Puis le deuxième objectif, on est vraiment dans la création d'événements. Création de tournois, création des fois de mini-festivals ou juste d'événements Des plus... LAN? ouais, des LAN, par OK. exemple. Des fois plus ou moins organisés selon la volonté de l'étudiant, mais il va vraiment être outillé pour mettre sur pied des événements là, de différentes envergures. Là. Fait que, grosso modo, on a la partie théorique avec les fondements, puis tout ce qui entoure la santé bien-être, puis après ça, on a implantation de programmes et création d'événements. Puis le lien qui est à faire, on le comprend quand même assez bien. Peut-être que la définition du e-sport va nous aider à créer le lien, mais c'est quoi le lien avec le département loisirs, culture, tourisme? Euh, je dirais que ben, tout d'abord, c'est eux qui m'ont embauché. Fait que le lien il est là, le premier lien. Ça l'aide. Mais parce que puis là, on ne rentrera pas dans le fameux débat, le sport électronique, est-ce que c'est un sport ou pas? Là? Mhm, mhm. Est-ce que c'est un sport ou c'est un loisir? Moi, je pense que c'est les deux. Ça dépend dans quel environnement c'est fait. Quand on parle, puis là, tu parlais de définition, puis je pense que c'est important que je te le dise là, c'est quand on est dans la définition du sport électronique, c'est vraiment dans des compétitions qui sont organisées, réglementées, télédiffusées même des fois. Donc, on est vraiment dans du sport organisé ou dans une activité qui est très organisée, alors que dans le loisir, on peut être plus dans le jeu, je te dirais, un petit peu plus, écoute dire le mot casual là, en Mhm. anglais, un petit peu plus familier ou juste récréatif. Puis c'est une thématique qui semble beaucoup intéresser le domaine d'études en culture, loisirs et tourisme parce qu'on sait qu'à l'Université de Rouen aussi, où on a des contacts là-bas, le département là-bas se penche aussi sur la question du sport électronique. Fait que c'est un peu un domaine qui est multifacette. Puis à l'UQTR, c'est vraiment le département d'études en loisirs et culture tourisme qui a décidé de s'y intéresser. Je suis super, super heureux que le département ait saisi l'opportunité justement de développer ce pan-là quand même, qui est un pan qui, je crois, peut-être de notre côté du continent est un petit peu en développement, mais si on se traverse, qu'on va plus dans les pays européens, les pays asiatiques et compagnie, il y a des compétitions qui sont quand même de grande envergure, puis c'est une tendance qui va possiblement, on va possiblement suivre un jour dans cette tendance-là. J'ai d'ailleurs participé moi-même à titre de bénévole au LAN ETS qui est Ah, c'est vrai? un des grands LAN justement Oui, organisé par l'École des technologies supérieures. On les salue d'ailleurs. oui. Si on rentre un peu plus précisément dans le microprogramme qui est formé de 5 cours, Oui. introduction au fondement du sport électronique, enjeux éthiques et santé et bien-être en sport électronique, implantation de programmes de sport électronique, création d'un événement de sport électronique et projet intégrateur en sport électronique. Grosso modo, ces cours-là, là, si on avait à leur donner une petite description, à quoi ça Oui. ressemblerait? Ben, le cours d'introduction et fondement, on est vraiment dans le.
Puis, tu sais, ce qui est le fun avec ce genre de micro-programme-là, ces cours-là, c'est qu'on peut aussi s'ajuster avec les étudiants, mais le cours de fondement, on est vraiment c'est quoi le sport électronique dans la définition pure et simple. Tous les concepts aussi liés aux jeux vidéo, dans le sens où quel jeu vidéo est un sport électronique, parce que c'est pas tous les Zelda, ça ne pourrait pas vraiment être un sport électronique parce qu'on pourrait difficilement organiser une compétition de OK. Zelda qui finit Ouais. le jeu en premier. On pourrait peut-être, hein. Mais c'est pas dans les jeux classiques, mais quel type de jeu? Les systèmes d'exploitation aussi comme Xbox, ordinateur, aussi PlayStation. On voit aussi vraiment tous les écosystèmes aussi de sport électronique. Tu sais, tu parlais tantôt, ici, on est vraiment, puis particulièrement au Québec et au Canada, on est vraiment en retard sur le reste du monde. Là. Amérique du Nord, pas Amérique du Nord, les États-Unis, ils injectent beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Ça se OK. développe beaucoup de ce côté-là. Mais tu sais, le meilleur exemple, c'est en Corée, où est-ce que le sport électronique, c'est vraiment le sport national là-bas. Il y a des petits cafés où est-ce que tu peux aller, puis tu achètes du temps d'Internet, puis les jeux vidéo sont déjà installés sur les ordinateurs. Il y a vraiment une culture là-bas qui est super intéressante. Fait que je te dirais vraiment tout ce qui est apprendre à connaître vraiment c'est quoi le sport électronique. Pour ce qui est du cours santé, éthique et bien-être, je te dirais que euh, tout ce qui est toxicité en ligne, sédentarité, la place des femmes aussi dans le domaine du sport électronique, euh, tous les enjeux, vraiment tous les enjeux éthiques associés au sport électronique, et aussi la cyber-citoyenneté, même on va jusque-là avec comment on doit se comporter en ligne. C'est Hmm. niaiseux, mais si tu as expérimenté un peu le domaine du jeu vidéo en général en ligne, c'est pas tous les comportements qui sont dignes d'un être citoyen, disons ça comme ça. Effectivement. Mais ce qu'on veut avec ce cours-là, en fait, c'est vraiment, c'est pas juste en parler, mais aussi donner des solutions, d'amener les étudiants à réfléchir à des moyens concrets. Je te parlais d'implantation de programme tantôt, mais si, exemple, dans mon équipe que j'ai implantée à l'école secondaire XYZ, ben, je vois un jeune qui arrive tout le temps avec les yeux pochés, puis tu vois que lui, Hmm. les saines habitudes de vie par rapport au jeu. Mais qu'est-ce que je fais? Fait qu'on on est vraiment dans cette recherche de solutions-là, là, ça c'est clair. Puis, Est-ce- j'ai une petite mini-parenthèse, Ben oubliée oui, pour l'autre cours, parce que ça, c'est un bout important du cours. Là. absolument. On va finalement régler la question, est-ce que le sport électronique, c'est un sport? Fait que ça, là, c'est dans ce OK. cours-là qu'on va régler la OK. fameuse question parce que c'est un débat qu'on entend et qu'on voit partout sur la place publique, puis que nos étudiants vont aussi se faire questionner beaucoup dans leur démarche en sport électronique. Fait qu'on va régler cette question-là dans le Euh, premier cours. Moi, je te ramène au deuxième cours au niveau de Oui, l'éthique. Est-ce qu'on parle de l'éthique dans l'utilisation? C'est-à-dire, tu sais, il y a beaucoup de jeux qui incluent la violence. Quand on parle d'instaurer ça dans un programme scolaire, est-ce qu'on parle de cet environnement-là aussi? Est-ce qu'il y a comme... Parce que c'est un peu comme la gestion de risque, dans le sens qu'il faut qu'il y ait un certain risque pour qu'il y ait un certain engouement envers. Donc, si ouais. tu enlèves en quelque sorte toute la violence, peut-être des fois, il y a comme ben, le jeu, il attire moins. Ou... Oui, c'est une excellente question. Puis je te dirais qu'à mon avis, elle se situe à cheval entre les deux cours parce qu'en fait, dans le cours, on va voir les différents sports électroniques. Il y a des jeux qui sont moins propices à une implantation en milieu scolaire. C'est tous les jeux terroristes avec des fusils, du sang, tout ça. Les directions d'école aiment moins ça, puis avec raison. Mais il y a une autre branche de jeu aussi qui est plus family friendly, disons ça Dans comme la, ça, dans qui est la moins découverte, dans les. dans la Ouais. découverte, mais aussi, le meilleur exemple qu'on a en ce moment, c'est, je ne sais pas si ça dit quelque chose, le jeu Valorant. Ben, j'ai déjà entendu parler, mais Ben, Ben, explique pour ceux qui ne le ben, savent pas, et dont moi. ouais, ben en fait, on a des jeux, les FPS qu'on appelle des first-person shooters, qui est OK. un jeu de tir à la première personne, les classiques là, Call of Duty, Counter-Strike, tout ça. Mais ça, c'est des jeux où est-ce qu'on a vraiment un contexte réel de terrorisme versus, puis, tu sais, avec du sang, puis tout ça, des tirs à la tête, puis tout ça, en tout cas, bref. Où est-ce que on aime moins ça dans le milieu scolaire, mais Valorant, c'est un jeu qui a le même profil, mais où est-ce qu'on est un peu plus dans le fantastique. OK. Fait que les armes, c'est des armes qui n'existent pas. Fait que, tu sais, déjà là, on sent que dans les écoles, on est plus enclin à jouer à ce genre de jeu-là. On peut désactiver le sang, on peut désactiver tu sais, OK. des trucs dans le. Fait que ça comble un peu le besoin des jeunes qui jouent beaucoup à ce type de jeu-là, mais
sans la composante qui est trop violente, réaliste. Si, Oui, bah, ouais, c'est super clair, effectivement. Je pense que c'est un aspect peut-être au niveau parental qui va être quelque chose Mhm. d'intéressant aussi d'instaurer dans tout l'univers, d'instaurer un programme. Il y a le côté scolaire, mais il y a le côté aussi parental qui vient jouer à travers tout ça. Si on se dirigeait maintenant vers l'implantation de programmes Oui. de sport, on en a parlé un peu tantôt, mais ça ressemble à quoi, grosso modo? Euh, Ça, c'est notre cours vraiment où est-ce que là, on tombe vraiment dans le pratico-pratique. Puis, on a une belle association aussi avec la Fédération québécoise de sport électronique, où est-ce que, en fait, les étudiants qui vont réussir ce cours-là vont recevoir une accréditation d'entraîneur de niveau 1 de la Fédération québécoise de sport électronique, dont toutes les composantes en lien avec l'entraînement des joueurs, comment on monte des entraînements, comment on part un programme, de la promotion jusqu'au recrutement. Mais aussi des notions un peu de coaching à l'intérieur Ah ouais, je ne savais même de pas ce qu'il y avait du cours-là. coaching qui se donnait au niveau du... Ah, c'est intéressant ça. Oui, oui, oui. Tu sais, puis on s'entend, on peut pas, on veut pas former des spécialistes, nous, on forme des généralistes parce qu'on Mhm. s'entend, c'est un microprogramme de 15 crédits, il faut être réaliste aussi. Là, si on veut bien faire les choses, on ne veut pas non plus soit être trop précis dans quelque chose, alors que nous, on vise vraiment de former les étudiants sur plusieurs points pour qu'ils puissent après ça se spécialiser dans un domaine ou dans un métier qu'ils veulent. Mais ce programme-là, c'est ça. Fait que c'est vraiment, en une seule phrase, je pourrais dire comment on part vraiment un programme de sport électronique, puis comment aussi on le fait cheminer, puis comment on le gère aussi à travers le temps. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ouais. Ça, est-ce que, juste être sûr avant qu'on continue avec les autres programmes, dans le cursus scolaire d'une personne qui étudie présentement en loisirs, culture, tourisme, Ouais. est-ce que ces cours-là sont imbriqués dans les cours qui sont optionnels ou si c'est vraiment, faut faire un ou l'autre ou comment ça... Puis nos amis du département, Marc-André, je pense à Marc-André Lavigne, à Romain, puis on travaille très fort pour pouvoir que les étudiants en fait, puissent faire le microprogramme vraiment en parallèle de leur formation, puis à OK. travers les cours optionnels aussi. Fait un étudiant qui s'inscrit au baccalauréat en loisirs, culture, tourisme peut sortir à la fin de son bac avec le certificat du microprogramme et son baccalauréat en même temps. Oh, wow. OK. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, on trouvait ça vraiment intéressant parce qu'en fait, la formation, elle a été faite un peu pour ça, tu sais, puis là, on parle de loisirs, culture, tourisme, mais quelqu'un en administration, par exemple, ou en enseignement d'éducation physique qui est intéressé au sport électronique puis qui voudrait faire cette formation-là en parallèle de son baccalauréat, bien, la formation elle a été conçue pour ça. Donc, c'est tout à fait faisable, mais l'avantage d'être en loisirs, culture, tourisme, c'est qu'on peut le faire avec des cours optionnels aussi. Oui, puis étant donné que c'est dans le même département, le contexte est déjà plus facile aussi pour comprendre un peu le pourquoi du derrière Ouais. des cours, justement. On serait rendu à la création d'un événement de sport Ouais. électronique. Ce cours-là, je le trouve particulièrement intéressant. Là, pas que j'aime pas les autres cours, là. Je les aime tous égales, comme mes enfants, nos enfants, on les aime de façon égale. Mais parce que dans ce cours-là, les étudiants vont vraiment pouvoir passer facilement de la théorie à la pratique parce que il est intimement lié au 5e cours qui est le projet intégrateur. Puis là, je ne passerai pas tout de suite à l'autre, mais je vais quand même essayer de faire ça vite. Là. On voit vraiment toutes les bases de la création d'événements. On a aussi une belle association. Ah non, j'en parle pas de ça. J'en parle quand je vais parler Il du n'y a pas 5e de cours. souci. Je ne veux pas voler mes punchs. Je n'ai plus rien à dire sinon. Mais fait que toutes les bases de la création d'événements, que ce soit la recherche de commanditaires, comment placer les estrades, comment aussi faire des livres de règlement, ça a l'air niaiseux, mais si je fais, mettons, un événement avec 3 tournois, ben, quel type de tournoi je peux faire, c'est quoi les règlements associés à des tournois, parce que si on veut pas, si on veut avoir une compétition, ben, faut que ce soit bien réglementé, sinon les gens, des fois, décrochent ou ne reviennent plus après. Là. Fait que, J'imagine que l'organisation d'événements inclut aussi une portion sécurité réseau, électricité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit ou si on serait plus à euh, être associé à un spécialiste dans ça? ben, là, j'ai pas le droit de trop parler, OK? OK, on va Mais y aller dans le cadre. je vais rester dans ce que j'ai le droit de dire. Mais Parfait. ce que je peux vous dire, c'est que la personne qui va donner ce cours-là, c'est une personne qui connaît très, 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 très bien la création d'événements. Je vous dirais que, à mon avis, c'est pas mal une des sommités au Québec. OK. Puis, il va vraiment couvrir tout ce
qui a un lien. Puis là, moi je ne sais pas trop parce que je ne suis pas un expert de la création d'événements, mais pour avoir discuté avec lui, là, puis c'est quelqu'un qui a une super belle expertise. Là. Fait que je suis certain qu'il ne laissera pas, il laissera aucun coin qui n'aura pas été touché sans nécessairement non plus être trop pointilleux, un peu comme je le disais, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une bonne idée à la fin de ce cours-là, comment on crée un événement de sport électronique. Puis, ce que je disais, pour revenir à ce que je disais tantôt, c'est que ce que les étudiants vont faire dans le cadre de ce cours-là va pouvoir être réinvesti tout de suite dans le projet intégrateur que je vais parler une fois qu'on aura cerné le sujet, mais bref. Parfait. Ben, on peut justement, je trouve que ça fait une belle transition vers le projet intégrateur. Ouais. Donc, projet intégrateur qui est le dernier cours, qui théoriquement, est-ce que je comprends que c'est comme une suite? Est-ce qu'il y a des cours qui sont préalables aux autres? J'imagine que le dernier, il faut que tu aies fait les 4 autres avant ou? Puis c'est drôle parce qu'on s'est posé la question il n'y a pas longtemps, puis tu as mis le doigt dessus. OK. Donc, au départ, on disait, bon, il faut faire les cours théoriques avant les cours pratiques, avec les 2 premiers cours. Mais là, par la même logique que tu viens tout juste de dire, ben, le projet intégrateur, on a finalement décidé que ce serait le seul cours où est-ce que les 4 autres cours sont préalables. C'est un peu logique parce que si tu peux, le but, c'est d'intégrer la matière que tu as vue au cours des 4 derniers cours. Puis ça facilite aussi beaucoup, je te dirais, la passation des cours. Des fois, il arrive des choses, on ne peut pas suivre un cours à l'été, mais on peut quand même s'inscrire au deuxième. Fait que quelqu'un qui ne pourrait pas suivre le cours de cet été, par exemple, pourrait suivre le cours de santé, éthique et bien-être, pourrait suivre le cours d'implantation de programme, pourrait faire son cours d'introduction à l'été, et après ça, rattraperait un peu le cheminement régulier. Donc, ouais. Puis le projet intégrateur. Puis tantôt, tu voulais. Oui, ben, je pense que tu étais Ben, rendu. vas-y. OK. Non, j'allais dire tantôt, tu voulais pas nous voler les punchs par rapport à. J'ai entendu association. Est-ce que. Je peux parler de l'association, je peux juste pas dire c'est qui va donner le cours. Parfait, c'est bon, vas-y. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est qu'on va avoir, on va pouvoir en faire l'annonce, on va le faire avec une vidéo promotionnelle, tout ça, au début mars. OK, parfait, début ça mars, s'en vient. Ça s'en vient. je ne voudrais pas gâcher le punch avant qu'on sorte vraiment la vidéo, mais parce que c'est une question qu'on se fait beaucoup poser, puis avec raison. Là, on veut savoir c'est qui va donner nos cours. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis est-ce que c'est des personnes qu'on a l'impression qu'ils vont nous apprendre quelque chose? Si c'est un prof ou un chargé de cours qui est très bon dans un domaine, mais qui ne connaît rien au sport électronique, puis il essaie d'appliquer son domaine au sport électronique, des fois, ça ne se passe pas tout le temps bien. Je comprends. Mais nous, c'est pas ça. On a vraiment des gens du terrain. Le projet intégrateur. On a signé un partenariat avec DreamHack. Je ne sais pas si tu connais, probablement si tu connais l'ANETS, tu connais nécessairement DreamHack pour le projet intégrateur. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que notre projet intégrateur, dans le fond, on donne une option de projet aux étudiants, mais les étudiants ne sont pas obligés de participer au projet. Et quand je te disais l'association entre le cours de création d'événements et le projet intégrateur, c'est que notre entente, c'est qu'il va y avoir un événement DreamHack, peut-être un mini DreamHack ou un petit tournoi ou un petit festival qui va avoir lieu à la fin du micro-programme puis qui va être piloté par les étudiants du micro-programme. Oh, wow! Donc, les gens qui font le cours de création d'événements, exemple que dans le cadre du cours de création d'événements, on fait un livre des règlements pour un tournoi. Déjà là, on va pouvoir appliquer ce qu'on a appris dans le cours directement dans un projet concret. Fait qu'on n'a pas l'impression qu'on travaille dans le vide. Là. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant pour les étudiants. Mais aussi, on voulait donner l'option aux étudiants de faire autre chose aussi parce que c'est pas parce que toi, tu t'inscris au microprogramme que tu veux nécessairement créer des événements. Toi, tu es peut-être plus dans le volet implantation de programme. On donne aussi l'option aux étudiants de, exemple, je suis un prof d'éducation physique, ma direction d'école m'a demandé « Hey, moi, j'aimerais vraiment ça faire un programme e-sport dans mon école. » L'étudiant pourrait décider de faire ça comme projet intégrateur, implanter un programme dans son milieu scolaire. Ou s'il est dans un milieu municipal ou peu importe, on se garde quand même une flexibilité pour le projet intégrateur pour que ce soit vraiment centré sur les besoins des étudiants. Puis nous, on va les encadrer là-dedans. Puis des fois, on peut faire affaire à nos contacts aussi qu'on a établis pour peut-être des stages ou des trucs comme ça. Fait que, on reste ouvert, mais on donne l'option quand même de participer à l'événement
du UMAC qui va avoir lieu dans le cadre du pôle intégrateur. Je pense que ça va être vraiment super intéressant pour les personnes qui vont le faire. Il n'y a rien de plus parlant que l'expérience. Donc, d'être directement dans un événement qui est. Ouais, je pense que ça va être quelque chose d'hyper intéressant. Excuse-moi, ça bouillonne de questions en même temps dans ma tête. C'est que je me demandais aussi, au niveau des cours, est-ce qu'il y a une obligation? Ce que je comprends, dans le fond, c'est pour avoir accès au microprogramme. Souvent, il y a comme des cours optionnels dans les microprogrammes. Là, je comprends, dans le fond, que c'est comme un bloc qui est obligatoire et c'est ça le microprogramme. Est-ce que c'est ça que je comprends? Je ne suis pas certain de comprendre ta question. Tu veux dire le bloc de cours? À titre d'exemple, Ouais. il y a des microprogrammes que je connais qui ont 3 cours qui sont des cours obligatoires et il y en a certains qui sont optionnels qu'on peut prendre un peu ailleurs, qui viennent complémenter. Là, ce que je comprends dans le fond, c'est tantôt, on disait que les microprogrammes sont souvent entre 9 et 15 crédits. Là, on a notre 15 crédits, donc dans le fond, le microprogramme, il n'y a pas de cours optionnel à côté. C'est ça le microprogramme. Non, c'est le microprogramme, mais tous les cours sont un peu optionnels, je te dirais, sauf le projet intégrateur parce qu'il n'y a pas de prérequis pour chacun des cours. Il faut être admis au microprogramme, naturellement, pour suivre les cours. Mais une fois qu'on est admis dans le microprogramme, si par exemple, je te donne un exemple parce qu'on fait un peu affaire avec. On a des discussions aussi avec Ubisoft, mais s'il y a quelqu'un là-bas de chez Ubisoft qui veut venir faire le cours de santé, éthique et bien-être, juste ce cours-là, ben, il peut. Je veux dire, il n'y a rien qui empêche ça, ou même introduction et fondement, même création d'événements, même implantation de programmes. C'est juste que s'il veut participer au projet intégrateur ou s'il veut avoir son certificat, du microprogramme, ben, il n'y a pas le choix de faire les 5 cours. Mais les cours peuvent se prendre à la pièce aussi. Là. Puis là, je m'enligne vers une question qui, en 2022, j'allais dire 2021, en 2022, c'est une question Quelle est la pertinence de développer un microprogramme en développement du sport électronique en 2022? C'est une bonne question. Puis en fait, moi, ce qui m'a le plus poussé, je te dirais, vers la création de ce microprogramme-là, c'est quand on a fait notre collecte de données, parce qu'on s'entend, oui, c'est mon idée, mais c'est mon idée qui est basée sur des heures et des heures de lecture, là, puis aussi des entrevues, puis aussi des questionnaires qu'on a passés aussi à plus de 450 personnes, puis aussi une quarantaine de personnes qui travaillent dans le milieu. Là. Fait, on se base sur quelque chose de solide. Ce n'est pas juste mon opinion à moi. Mais dans cette collecte de données-là, on a fait des entrevues auprès de 5 acteurs clés du milieu. On avait une ancienne joueuse professionnelle, on avait un joueur professionnel aussi qui évolue présentement au Minnesota. On avait un responsable de programme dans un cégep. Puis on avait aussi une personne qui est cadre chez Ubisoft. Puis c'est drôle parce que dans l'entrevue que j'ai fait avec elle, bien, elle me disait, oui, justement, je raccroche avec quelqu'un du gouvernement fédéral puis on discutait justement du développement du sport électronique au Canada, parce que là, ils ont soulevé le fait qu'il y a une grosse problématique en ce moment, c'est que tous les joueurs professionnels et les créateurs de contenu qui sont des gens, exemple, sur des plateformes Twitch qui jouent à des jeux vidéo de façon des fois semi-professionnelle ou des fois c'est des anciens joueurs pro, mais qui, par leur personnalité et tout ça, sont vus par des fois des 25, 30, 40 000. Je regardais l'autre jour, il y a un jeu qui est sorti, puis la personne, il y avait plus de 350 000 personnes qui la regardaient en live. Okay? C'est quand même... c'est juste pour vous donner une idée que les créateurs de contenu, ça génère énormément d'argent. Et comme ils s'en vont tous, donc, ils déménagent aux États-Unis. Aux États-Unis, Texas, Californie, je te dirais que c'est les endroits où est-ce que les gens vont s'établir parce qu'ils sont près des serveurs, la connexion est meilleure, puis là, les grosses équipes nord-américaines sont dans ces régions-là. Là, ça fait en sorte que c'est des millions et des millions de revenus qui partent, qui disparaissent. Donc là, le gouvernement a fait « Oh, là, ça ne fonctionne pas. Là, il faudrait essayer de les garder ici. » Fait que, on sait qu'il y a une volonté vraiment au niveau du gouvernement de développer le sport électronique au Canada.
Puis on s'entend, nous, au Québec, on est quand même un petit joueur, là, un très petit joueur même. On a une équipe professionnelle, je pense que c'est l'équipe Mirage à Montréal, mais Petit joueur à comparer au Canada ou à comparer au monde? Ou à comparer euh, à... les deux, à comparer les deux. OK, OK. Ah oui, il y Mais a beaucoup de développement du e-sport voyons, on parlait du Manitoba tantôt, que ce soit dans les autres provinces? oui, ben, au Canada aussi, là, au BC aussi, ça se développe. Je sais OK. qu'eux, ils ont une équipe professionnelle qui marche bien à Vancouver. Mais, tu sais, au Canada, là, je ne sais pas exactement, je ne veux pas dire n'importe quoi pour que si j'ai un gars de la Fédé qui m'écoute et qui dit Hey, wow, 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 on est quand même, on n'est pas si petit que ça, mais tu sais, le Canada versus le reste, on n'est vraiment pas au niveau encore, malgré le fait que, tu sais, aux États-Unis, je pense que dans le top 10 des créateurs de contenu, ils sont 3 Canadiens, une Canadienne puis 2 Canadiens. OK. XQC, Pokémon, puis tout ça, c'est des Canadiens. Puis XQC, c'est un Québécois. Puis que lui, je pense qu'il a des revenus de 4-5 millions par année. Là. Bon, OK. ouais, non. OK, vraiment des athlètes comme nos joueurs de hockey et compagnie, là. Ils Oui, accotent oui, les... OK. oui. Ouais, vraiment. Puis des joueurs professionnels aussi. Là, on a plein de Québécois qui jouent dans les LCS, qui est la Ligue de League of Legends. Du talent, on en a. Là. Ça, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'il s'en va. Il s'en va, puis on n'arrive pas à le garder parce que puisque le joueur professionnel me disait, c'est qu'il n'y a rien ici pour développer. T'sais, là, la Ligue des Cégeps, c'est un super bon début. Il n'y a Mhm. rien après, il n'y a pas Mhm. grand-chose avant, il n'y a pas vraiment d'équipe professionnelle. Il y en a une, mais fait que, il y a encore beaucoup de chemin de chemin à faire pour offrir un milieu assez compétitif pour que nos meilleurs joueurs restent. Fait que là, forcément, on comprend la pertinence justement de la formation. Est-ce qu'il y a des formations ailleurs au Québec ou à l'international qui ressemblent, sur lesquelles on a pu s'appuyer, s'inspirer, ou on est pas mal un peu unique dans ce genre-là? Ben, on est unique dans le sens où, surtout au niveau de la perspective d'implantation de programmes en milieu scolaire, puis aussi, parce que la création d'événements, c'est quand même une thématique commune dans les formations qu'on a retrouvées. Mais je te dirais que généralement, on est vraiment plus dans le marketing, les coms, tout l'aspect business du sport électronique. En tout cas, dans les formations qu'on a Mhm. recensées. Euh, on serait la deuxième formation universitaire au Canada. Euh, Puis l'autre formation universitaire, ils n'ont pas tout à fait les mêmes objectifs que nous. Fait qu'au Canada, on est quand même assez unique. Puis à travers le monde, introduction et fondement, tu as ça partout parce que c'est un cours de base. Mais je pense que ce qui nous distingue aussi, c'est vraiment l'accent qu'on met sur toute la santé, éthique, bien-être. Puis on en fait vraiment un de nos chevals de bataille parce qu'on pense que la bataille en ce moment au Québec est là beaucoup. Là, est-ce que, puis on le voit d'ailleurs des fois dans certains commentaires qu'on fait sur le sport électronique, ah, ça n'a pas de bon sens, hein, les étudiants universitaires s'en vont jouer, ils s'en vont pas. Fait Euh, que, tu sais, il y a encore quelques incompréhensions du domaine. Fait qu'on pense que de former des gens qui vont avoir les arguments, qui vont avoir aussi les connaissances et les capacités de réagir aussi à ces gens-là, bien, ça va, veux pas contribuer. Puis le mot important, à mon avis, c'est le terreau, parce que ça, c'est le mot qu'elle a utilisé, la personne de chez Ubisoft, c'est qu'il n'y a pas de terreau fertile. Fait que là, mhm. nous, ce qu'on essaie, c'est vraiment de semer des petites graines un peu partout au Québec pour que ça pousse, puis qu'ultimement, à un moment donné, ben, on ait un réseau assez compétitif. Là. Oui, qu'on garde effectivement nos joueurs qui s'en vont faire des millions aux États-Unis. Ouais, ben, au moins qu'on les garde un petit bout, là, on ne peut pas les empêcher de vivre leur rêve là, non plus, là, mais Absolument. qu'on puisse au moins devenir un peu une pépinière aussi, là, d'avoir vraiment des équipes qui, surtout au niveau canadien, je pense qu'on a une assez grosse population parce que, en fait, au Danemark, puis tout ça, des pays scandinaves qui ressemblent un peu à ce qu'on vit au Canada, au Québec. Ils performent super bien là, sur la scène internationale parce qu'ils ont mis aussi les moyens là, pour développer des joueurs. Là. Est-ce que c'est un monde très anglophone, le e-sport en tant que tel? Est-ce qu'il y a des notions, dans le fond, quand on fait ce genre de micro-programme-là, est-ce qu'il y a des notions forcément qui se dirigent vers l'anglais parce il y a un vocabulaire qu'il faut qu'on aille, il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille qui se dirige beaucoup plus vers l'anglais? Euh,
Oui, comme dans tous les sports, je pense. Tu sais, Mmh. moi, je proviens du milieu du sport, puis tu sais, mettons particulièrement le hockey. Ben, tu sais, le hockey, quand tu arrives à un certain niveau, tout est en anglais, là, parce que, tu sais, je veux dire, des fois, tu as des joueurs d'un peu partout. Puis, mais au niveau du sport électronique, c'est très, 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 très fort en France. Fait qu'il y a quand même, au niveau de la francophonie, là-bas, fait qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui se font en français en France, c'est logique. Mais je te dirais que en général, comme tout sport professionnel, ça se passe beaucoup en anglais, mais on ne manque pas de ressources là, au niveau de la francophonie non plus. Là. Pour développer ce genre de programme-là, c'est des heures, des heures, des heures d'efforts, de jus de bras. C'est quoi les principaux défis que vous avez rencontrés pour mettre en place justement le programme? Euh, les défis. Je te dirais qu'au début, c'était vraiment de s'assurer de bien comprendre ça dans quoi on se lance. En tout cas, moi, je m'étais OK. vraiment donné comme objectif, parce que c'est pas parce que je joue à des jeux vidéo depuis que j'ai 3 ans que je comprends nécessairement le Absolument. sport électronique. Là, tu sais. Fait ça, on a fait une grosse recension d'écrits, on a fait un gros document, là, on appelle le document maître de plus de 100 pages, là, avec vraiment tous nos outils de collecte de données, puis tout notre gros travail qu'on a fait au niveau de juste aller chercher de l'information. Moi, mon plus gros défi, ma plus grande peur que j'avais, c'est que c'est au niveau du choix des chargés de cours. Parce qu'en fait, Comme tu disais quand, tantôt, là, pour pas ouais, qu'il y puis ait du mélange. l'université étant ce qu'elle est, puis c'est correct aussi, là, on respecte les syndicats et les conventions puis tout ça, mais euh, moi, j'avais peur de ne pas avoir des gens qui étaient vraiment des professionnels du milieu puis qui étaient vraiment connaissants puis qui pouvaient vraiment partager leur expertise parce que c'est des trucs qui sont conventionnés. Puis, Mhm. nous, on veut pas, on s'est fait des amis, on s'est fait des contacts à travers cette démarche-là. Puis, il y a des gens qu'on voulait avoir avec nous. Pour ça me faisait beaucoup peur. Pour moi, c'était un bon défi, mais finalement, on a réussi à avoir les gens qu'on voulait. Fait que ça, on est vraiment très, très contents. L'autre défi qu'on avait, c'était vraiment de convaincre l'université de dépenser. OK. Euh, même si on avait, puis je salue mon collègue Philippe Trudel de la formation continue qui amène toujours des arguments impeccables sur la table au niveau croissance économique. Puis je t'en cite un comme ça. Il dit, puis on l'a dit parce qu'il l'a mentionné quand on était en rencontre pour essayer de vendre le micro-programme, c'est que le sport électronique, ça connaît une croissance économique qui ressemble drôlement à celle de la télévision, OK. des automobiles quand ça a été mis sur le marché. Donc, la croissance, les chiffres, l'évolution, ça ressemble drôle. Puis on le voit aussi avec les chiffres, c'est rendu une entreprise qui vaut plus d'un 1 point quelques milliards, qui génère plus d'un 1 point quelques milliards de revenus. Puis, surtout de nous convaincre, de nous convaincre, de les convaincre de nous donner les moyens aussi. Avec l'embauche de notre porte-parole, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait à l'université, là, l'embauche d'un ou d'une porte-parole pour un programme de formation. Mais nous, on voulait vraiment qu'elle soit avec nous. Euh, Puis l'université, ils ont été super collaboratifs avec nous. Je pense qu'ils ont vu que le programme était bien monté, qu'on était basé sur de la recherche, puis on était basé sur quelque chose de solide. Donc, ils nous ont vraiment facilité la tâche. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu déjà à plus d'une vingtaine d'admissions là, en seulement un mois et Oh, quelques de bravo! promotion. Là. Ouais, fait que ça se passe super bien. On est vraiment contents. Sharp. Puis, tu l'as brièvement mentionné, le microprogramme a une porte-parole, Oui. Stéphanie Harvey. C'est quoi la pertinence d'avoir une porte-parole? Je veux dire, il n'y a pas de porte-parole pour différents programmes. Pourquoi est-ce qu'on a décidé d'avoir un porte-parole pour le microprogramme? Ben, ça revient un peu à ce qu'on s'était dit au début. Tu sais, le sport électronique, c'est un domaine, puis les jeux vidéo en général, c'est un domaine qui est assez polarisant. Puis, on voulait vraiment s'associer avec quelqu'un de crédible dans le domaine parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup comme c'est quelque chose de hyper populaire, puis hyper populaire auprès des jeunes, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui se fait par des individus privés. Puis il y en a des très bonnes, il y en a que je ne connais pas, mais des fois,
en tout cas, ce que j'ai lu sur le sujet, c'est que des fois, des gens s'inscrivaient à des formations, puis finalement, c'était un gros contenant avec peu de contenu. OK. Fait que nous, on voulait vraiment amener une crédibilité au programme. Puis Stéphanie, c'est une sommité là, dans le monde du sport électronique. C'est une pionnière, même, je dirais, pas juste au Québec, là, au monde aussi. Je lisais un livre américain, puis il assistait là, comme quoi c'est OK. une des pionnières dans le domaine. Tu sais, trois fois, 5 fois? Là, faut que je dise le bon parce On qu'elle va va me dire chicaner, 4. mais on va dire 4. OK, Stéphanie, 4 ou 5, je ne me souviens pas. Mais championne du monde quand même, puis elle travaille pour CLG, qui est Counter Logic Gaming, qui est la division e-sport du Madison Square Garden, qui a les Knicks, les Rangers et tout ça. Fait que OK. c'est quand même... puis elle s'occupe du développement e-sport pour la compagnie MSG là, de gestion d'événements. Donc, elle a vraiment... pour moi, c'est une des tops au Québec. Puis, je te dirais que la cerise sur le Sunday, c'est vraiment... au niveau des saines habitudes de vie, elle a une compagnie aussi qui est dédiée à la cybercitoyenneté, qui est dédiée à la place des femmes dans le jeu vidéo. Elle OK. fait beaucoup de conférences puis tout ça pour justement que le monde du jeu vidéo soit plus inclusif. Puis nous, ça cadrait parfaitement avec la vision qu'on avait du microprogramme. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à s'entendre aussi. Je pense que Stéphanie a compris qu'on faisait ça pour les bonnes raisons, puis qu'on avait une vision semblable de ce qu'elle voulait développer de son côté, de son initiative personnelle, puis nous, ce qu'on voulait développer du côté de l'institution, mais ça a été un match parfait, donc on est vraiment content de l'avoir avec nous. Puis est-ce que ça a pris beaucoup de recherche ou ça s'est fait de façon assez organique? Elle participait à vos processus, puis oups, ça s'est fait de façon organique ou vous aviez comme un tableau des Denis Euh... Talbot de ce monde, des compagnies qui étaient devant vous, puis vous avez choisi? Euh, La réponse, c'est la première. C'est fait de façon plus organique, je te dirais, parce que, ben, en fait, moi, ce que je fais depuis le début pour ce micro-programme-là, c'est que je vais à la pêche. Puis quand OK, tu vas à la pêche, il faut toujours que tu vises le plus gros poisson. Fait que là, absolument. si le plus gros poisson est mort, ben, tant mieux. Puis après ça, sinon, ben, tu changes de poisson. Mais fait que je suis allé toujours vers les plus gros poissons. Puis ça a donné que les gros poissons ont décidé d'embarquer avec nous. Fait que puis là, je dis ça de façon positive, là, pas Absolument, absolument. des Une belle accroches ou rien, métaphore. là, mais je dis ça que de façon, c'est un compliment, en fait. Fait qu'on est vraiment... Avec Stéphanie, on l'avait rencontrée dans le cadre de notre collecte de données. Fait qu'on avait j'ai passé une heure et quart avec, puis on a jasé aussi hors collecte de données, puis on s'est reparlé, on s'est donné des nouvelles. Elle voulait savoir comment ça se passait pour le micro-programme. Puis là, à un moment donné, je dis, il me semble que ça fait une belle porte-parole. C'est le Puis là, fun. je me dis, quand j'ai repris ma canne à pêche, j'ai remis ma ligne à l'eau, ouais, Stéphanie, toi, puis elle dit, ben oui, elle dit, ça me ferait vraiment plaisir, je vais au programme, je vois que vous avez le cœur à bonne place, puis tout ça. C'est vraiment une fille vraiment une fille de conviction. Là, quand Mhm. elle croit en quelque chose, elle y croit. Là, puis on était super contents que finalement elle accepte. Là, il y a eu toute une procédure plus administrative, je te dirais, derrière tout ça. Mais l'essentiel, c'est vraiment qu'on s'est super bien entendu avec elle, son agent, puis tout le monde, on fait maintenant partie tous de la même famille. On a beaucoup parlé du microprogramme, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il mange en hiver. Mm-hmm. C'est quoi les prochaines étapes? Y a-t-il une prochaine étape? Est-ce que le microprogramme était la finalité par rapport à la démarche ou on s'enligne sur quelque chose d'un petit peu plus loin? Bon, ça, c'est le bout où il faut que je fasse attention à ce que je dis. OK. Okay. Parce qu'en fait, ben, je peux en parler, mais c'est toujours en attendant de voir, parce que, tu sais, oui, l'institution est avec nous depuis le début, mais l'institution aussi, comme n'importe quelle bonne institution, attend de voir aussi, tu sais, si on avait eu 2 inscriptions au microprogramme, puis que finalement, ça ne le fait pas pantoute, ben, tu Effectivement. sais, les projets, ça se peut que ça ne lève pas trop. Mais ce que je peux te dire, c'est que là, pour le On parle moment, beaucoup avec des si, là. Ça, je le comprends très oui, bien, oui, là. on parle avec des sites, on n'a aucune confirmation encore de rien. Je comprends, je comprends. Sauf pour les chargés de cours, mais là, on ne peut pas l'annoncer encore. Mais Je bref. comprends. Moi, ce que je voudrais, là, mettons, si tu me disais, toi, ton rêve, Benoît, c'est quoi? Là? C'est quoi ton plan? Là?
Je te le dis, mon plan. Je l'ai pas dit Parfait. à grand monde en plus, fait que C'est exclusivité, bon, podcast choisir. exclusivité. Scoop. Scoop, scoop. Ben, ça, c'est déjà enclenché. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on mette sur pied un espèce d'écosystème en lien avec le sport électronique. Fait qu'il y aurait 3 axes. On aurait l'axe formation, qui est déjà débuté avec le micro-programme. On aurait l'axe aussi communauté de joueurs, qui est déjà qui est déjà en branle par le biais du CAPS, qui est notre centre sportif. Mhm. Puis les gens là-bas sont vraiment incroyables. D'ailleurs, d'anciens étudiants en loisirs qui travaillent au CAPS comme professionnels en loisirs là-bas, qui ont un bon bagage au niveau du sport électronique. Fait que là, eux autres sont vraiment stimulés aussi par le projet. Puis ils ont mis déjà sur pied une belle structure là, avec 3 niveaux, un niveau vraiment compétitif qui va probablement finir en équipe patriote vraiment avec le saut de OK. l'université. Une équipe plus compétitive, mais pas élite, mettons élite, qui est statut patriote avec vraiment tout ce qui vient avec. On a le statut compétitif des joueurs, exemple comme moi, qui jouent depuis longtemps puis qui aiment la compétition, puis un palier plus récréatif où est-ce que étudiants X, Y, Z voudraient jouer pour le fun, un peu comme le même principe que les intramuraux, par exemple. OK. Euh, ça, c'est une structure qui est en train de se placer. Puis les gens là-bas sont super dynamiques, font des tournois. Bref, eux s'occupent vraiment de nos joueurs à l'université pour leur donner des occasions de jouer dans un encadrement qui est intéressant. Ça, c'est notre deuxième volet. Puis notre troisième volet, celui où je peux le moins m'avancer pour le moment, c'est notre volet recherche. OK. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment que tous ces axes-là travaillent ensemble. Fait que, si, exemple, qu'il y a un professeur ou il y a un étudiant au 2e cycle ou au 3e cycle qui veut faire de la recherche, mais là, il pourrait se servir de notre communauté de joueurs, il pourrait aller dans notre formation aussi, voir. Puis même chose pour ceux qui font la formation de micro-programme, s'ils veulent, parce que là, par exemple, on a une équipe de League of Legends qui est d'ailleurs, je pense qu'ils jouent 1 fois ou 2 fois par semaine, puis c'est vraiment télédiffusé sur Twitch. On a un channel OK. Twitch, tout ça, avec des commentateurs, puis ça, puis ils sont très bons aussi. Sharp. J'allais les voir l'autre fois, ouais, vraiment. Donc, tu sais, pour nous, au point de vue pédagogique, c'est super intéressant parce que, tu sais, on peut faire des travaux aussi par rapport à ça. Tu sais, quand on est dans l'implantation de programmes, par exemple, de stratégie, là, on va amener nos étudiants à aller voir des matchs de notre équipe de l'UQTR, puis analyser, tout ça. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose de super intéressant. Puis, mon gros projet recherche, là, puis là, on est encore dans les balbutiements, puis c'est un projet qu'on a avec la Fédération québécoise, mais aussi avec l'UQAM, qui participent au projet, c'est qu'on voudrait mettre sur pied on appelle ça la Ligue laboratoire. Pour le moment, c'est OK. le nom qu'elle a. Qui serait une ligue de sport électronique. On vise canadienne, idéalement, où est-ce que, en fait, un peu sur le même modèle que la Ligue des cégeps, où est-ce que la Ligue appartient au cégep, bien, la Ligue appartiendrait aux universités. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait aussi collecter des données sur les joueurs, les gens qui vont participer à cette ligue-là, puis des données dans le domaine du sport électronique, c'est très, très difficile à aller chercher. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment pouvoir avoir une ligue où est-ce que, oui, on va offrir un environnement compétitif à nos étudiants, mais aussi permettre aux chercheurs d'aller chercher, Oh oui, c'est bon, c'est les les chercheurs. chercheurs vont chercher. Mais permettre aux chercheurs de collecter des données Oh, oui. pour mener des recherches, puis même comme c'est la fédération qui gérait les 2 ligues, bien, on pourrait faire aussi des études longitudinales qui partiraient du cégep et qui finiraient à l'université, par exemple, sur 5 ans, sur 6 ans, sur 7 ans. Parce que là, ce qu'on a besoin en ce moment, c'est vraiment de données probantes sur le sport électronique, puis les impacts, puis pour avoir quelque T'appuies chose sur de... des choses solides. Ouais, si Ben je oui, parce que comprends là, bien. pour le moment, on est plus puis on en est dans des recherches américaines, on est dans des recherches européenne, mais ici, il ne se fait pas beaucoup de recherches au niveau du OK. sport électronique. Fait que cette ligue-là, ça nous mettrait, là, ça pourrait peut-être mener vers formation de 2e cycle ou chaire de recherche ou laboratoire de recherche aussi. Donc, les possibilités aussi sont vraiment intéressantes au niveau de la recherche. Donc, on voit le tip du iceberg. Ça se peut Yes. qu'on voit le restant du iceberg à suivre. Merci de nous avoir Ouais, partagé ta vision. On comprend bien plaisir. qu'il y a beaucoup de si dans tout ça, mais c'est une superbe, belle vision. Ça donne le goût de revenir à l'université. Malheureusement, je l'ai déjà fait. Il va falloir que je recommence. Euh, merci Benoît. Puis, ça serait le moment en fait de ton micro ouvert. Oups, j'ai accroché le micro. Ce serait le moment de ton micro ouvert. Donc, je te donne un petit 2-3 minutes. Tu peux promouvoir ce que tu souhaites.
Ben oui, en fait, parce que là, on a parlé beaucoup du contenu, puis on a parlé beaucoup de sport électronique, mais peut-être d'un point de vue plus pratico-pratique. Le premier cours commence au mois de mai, à la session d'été 2022. Le cours, on a la confirmation qui va se donner les mardis et jeudis de 4 à 7, donc une plage horaire intéressante pour ceux qui sont pour ceux qui travaillent, mais aussi pour les étudiants. C'est des fois des cours de 7 à 10, Mhm. c'est pas jojo. On offre aussi les cours en comodal. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le comodal, c'est que c'est un hybride entre le présentiel puis le à distance. Fait que si, par exemple, le chargé de cours est à Trois-Rivières, ben, vous pouvez venir directement à Trois-Rivières, mais vous pouvez aussi être à la maison puis assister au cours. Parce qu'il va être diffusé aussi dans des salles commodales. C'est des salles qui sont équipées visioconférence, mais spécialisées pour vraiment l'enseignement. OK. Ces dernières années, on s'entend que On a c'était un besoin de ça. besoin assez criant. Ouais. Puis on a aussi nos chargés de cours qui vont se promener aussi de campus, là, l'Assomption, Longueuil, Drummondville, Québec aussi. Fait que si on a des jeunes un peu partout, les gens vont pouvoir aussi venir rencontrer les chargés de cours. Puis on a aussi réservé des locaux dans ces campus-là parce qu'on est conscient aussi un peu de l'écœur en titre des étudiants par rapport à l'enseignement à distance. Là. Fait que si les étudiants veulent se rassembler dans un local stimulant avec des écrans et tout ça pour OK. participer au cours, on met ça à leur disposition aussi. Avez-vous un chiffre magique pour partir, que ce soit un objectif à atteindre ou que ce soit pour partir vos cours? Avez-vous un chiffre magique à atteindre? En fait, au début de la démarche, on s'était dit, bon, si on a 15 étudiants, ça va, pour la première année, deuxième année, tout ça, le temps on y est allé un peu Conservateur. conservateur, c'est exactement le mot que je cherchais. Mais là, on est en train de parler peut-être d'avoir des groupes de plus de 50. Oh, Fait que, wow, OK. puis là, on s'entend, là, on est parti Je bas, là, on comprends. monte un peu plus haut, probablement quand on va avoir plus de. Parce qu'il y a beaucoup d'autres promotions qui s'en viennent aussi. Là. On a d'autres capsules où on va annoncer les chargés de cours. OK. On s'en va directement dans les cégeps aussi. On a une étudiante en loisirs culture tourisme qui est super, qui va aussi s'occuper de la promotion avec nous pour nous aider. Puis aussi, tous Est-ce les qu'on peut la nommer? étudiants. Oui, elle s'appelle Là, je ne voulais pas te mettre dans une Catherine situation. Renaud Robitaille. Excuse-moi, j'ai ri en même temps. Est-ce que tu peux. OK. Ben, parce que là, c'est Catherine Renaud Robitaille. Je suis pas mal certain, mais j'ouvre mon courriel juste pour être sûr en Il n'y a même temps pas de que je te souci. parle, parce que je ne voudrais pas la dénommer ou la débaptiser, La parce qu'elle est débaptiser. vraiment la débaptiser, c'est ça. Parce qu'elle est vraiment géniale, là, elle est super dynamique, puis c'est une étudiante de dernière année. Là. Puis elle a aussi des contacts dans le milieu du loisir, donc on est très content de l'avoir avec nous. Puis, est-ce qu'il y avait autre chose? Euh, le site, je ne sais pas si ça va être diffusé à quelque part dans le podcast en haut, en bas à droite, parce Oui. on a un super beau site où est-ce que toutes les informations sont là pour la mission. Si jamais vous avez des questions, on reçoit des tonnes et des tonnes de questions. Puis c'est le fun parce que ça veut dire que le monde Ben s'y oui, il y a intéresse. l'intérêt. Ben oui. Puis Marc-André est là, il répond aux questions aussi avec la personne qui est au département. Donc, on vous répond. Puis, fait que gênez-vous pas si jamais vous avez si jamais des gens qui sont intéressés ont des questions, ben, ça me fait toujours plaisir de répondre. Donc, c'est un beau petit rendez-vous. Allez voir sur le site Internet. Je vais le mettre dans les commentaires de la vidéo. Pour ceux qui souhaitent revenir aux études, pour ceux qui souhaitent continuer leurs études ou pour ceux qui sont juste curieux, allez voir sur le site Internet que je vais mettre dans les commentaires. Merci, Benoît, d'être venu nous parler du microprogramme en développement. Puis là, je veux juste être sûr de moi aussi dire le vrai bon mot. Alors, microprogramme en développement du sport électronique. Il me manquait juste le sport électronique. Je ne sais pas pourquoi. Exactement ça. Ben, c'est parfait. Ben, c'est Catherine Renaud-Robitaille. Catherine Je l'ai Renaud-Robitaille. validé. Puis, Alors, fait on que la on est très salue et content. si On la possible, on salue. va pouvoir la taguer aussi pour lui dire un grand merci de participer à tout ce processus. Ben, Donc, certainement. si jamais vous avez des questions, on peut passer, j'imagine, sur le site Internet. Il y a un endroit où est-ce qu'on peut attribuer nos questions, les envoyer, pas de problème. Oui, tout est là, tout est super clair.
gars du STI ont fait un travail incroyable. Fait qu'on est très fiers de notre site, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Good. Hey, j'espère que tu as eu du fun. Oui, vraiment, très agréable. Parfait. Fait Merci. que, ben, on se reparle sous peu. Merci, Benoît. Ça fait plaisir.